8h24 sur iTélé, l'heure de l'invité politique et on reçoit ce matin Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes secrétaire général du Front National, député européen, je le rappelle. Alors on va commencer avec l'image de la matinée. Le premier meeting d'Emmanuel Macron, c'était hier soir à la Mutualité. Vous avez vu des images, quelques réactions, vous le trouvez comment? Sans intérêt. Je vois que Emmanuel Macron, qui est ministre de l'économie et des finances depuis près de 2 ans, a un bilan très mauvais. Il n'a pas du tout réussi à redresser l'économie française. Il n'a fait qu'une seule loi qui était dictée par Bruxelles, qui consistait pour l'essentiel à déréguler toujours davantage et à affaiblir nos services publics. Aujourd'hui, il fait un meeting de campagne, ce qui est à la limite de l'indécence quand on est encore à 1 an de l'échéance et qu'on est ministre de l'économie et des finances. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il n'a rien dit dans ce meeting, au-delà des postures, au-delà d'une prétendue volonté de vouloir rompre avec le système, dont il est d'ailleurs l'incarnation jusqu'à la caricature, un banquier d'affaires nommé au gouvernement sans aucune légitimité, sans jamais être passé devant les électeurs. Eh bien, 1h20 de discours pour ne rien dire, pas une idée nouvelle, pas une idée originale, pas une vision pour la France. Voilà, je pense que tout ça va s'effondrer, la baudruche risque de se dégonfler très vite. Rompre avec le système, ça fait partie du langage, en tout cas des mots-clés qu'on entend au Front National d'habitude. Oui, mais il faut pas que ce soit simplement des mots. Il faut que ce soit une réalité. Encore une fois, Emmanuel Macron, c'est le système. Il est emblématique et même caricatural du système. Nous, quand nous disons que nous voulons rompre avec le système, c'est que nous voulons rompre en effet avec une classe politique qui, de droite comme de gauche, mène exactement la même politique, aux ordres de Bruxelles, organise l'immigration massive, est incapable d'enrayer le chômage, est incapable de défendre les intérêts. Ça peut avoir un écho France. parmi des gens qui auraient peut-être des réticences à voter pour le Front National et qui là trouveraient une alternative, non? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que, encore une fois, il y a une espèce d'engouement qui est plus médiatique qu'une réalité profonde dans la société française. Il y a quand même 36% des Français aujourd'hui qui souhaitent qu'il soit candidat. C'est un Français sur 3. Oui, enfin, je pense, encore une fois, c'est des sondages à 1 an de l'échéance. Je pense surtout que tout ce qui peut contribuer à mettre un coup de pied dans la fourmilière, en soi, peut être séduisant pour les Français. Maintenant, ce qu'on voit bien, c'est qu'il ne constitue évidemment pas une alternative politique crédible. Ça révèle surtout le cafouillage total à la tête de l'État. On a un François Hollande qui est désavoué massivement par les Français, qui n'a plus de majorité parlementaire, qui est obligé de passer en 49.3 les textes de loi, qui n'a plus de cohérence gouvernementale avec Manuel Valls et Emmanuel Macron qui ouvertement sont en compétition. Il est temps que ça cesse, a dit hier Manuel Valls. Il a raison de taper du poing sur la table, le Premier ministre? Oui, je pense qu'il a raison, il est dans son rôle. Mais encore une fois, je pense surtout qu'il défend aussi des intérêts personnels quand il dit ça, puisque, encore une fois, il y a une concurrence de plus en plus évidente. Ce qui est frappant, c'est de voir que le président de la République sortant n'a plus de gouvernement, il n'a même plus de parti. Son parti politique veut faire une primaire, alors que François Hollande est président de la République en exercice. Bon, on voit bien que malheureusement, ça risque de durer encore 1 an, parce que ni Manuel Valls ni François Hollande n'auront le courage de démissionner. Mais c'est un spectacle absolument pitoyable d'un gouvernement qui est en échec dans tous les domaines, qui a échoué dans tous les domaines et qui aujourd'hui essaye, au gré des ambitions personnelles, des chocs des égos, de continuer à exister dans le débat public. Il y a le cas Emmanuel Macron, il y a aussi les frondeurs. Ces tensions, ces divisions au sein de la gauche, ça fait quand même vos affaires, vous, au Front National. Surtout, ce que nous constatons, c'est que, encore une fois, ils n'ont résolu aucun des problèmes des Français. Aujourd'hui, ils essaient de s'agripper au pouvoir. C'était l'attitude d'ailleurs qu'ils ont eue pendant la campagne des régionales. Ils ont été prêts à se faire harakiri au bénéfice des Républicains. Il y a de plus en plus de voix à droite comme à gauche qui expliquent que finalement ce clivage droite-gauche ne correspond plus à grand-chose, ce qui est d'ailleurs parfaitement exact. Ils ont conclu qu'ils pourraient travailler ensemble. Vous, ça, non? Oui, je pense que ça clarifie. Tout ça contribue à clarifier le débat politique. En réalité, quand Emmanuel Macron souligne qu'il y a des convergences de vues avec des gens comme Juppé ou que Raffarin dit que Macron pourrait travailler avec la droite, je pense que tout ça révèle ce qu'est ce système précisément, que Emmanuel Macron ne combat pas, mais dont il fait totalement partie, un système qui est incapable de résoudre un seul des problèmes des Français, mais qui est en revanche assez ingénieux, assez imaginatif pour se maintenir aux affaires. Mais je pense que ça contribue à clarifier le débat. Les Français voient clairement qu'il y a d'un côté l'UMPS, c'est pas simplement un slogan, c'est une réalité, et de l'autre côté les patriotes derrière Marine Le Pen. Alors justement, le Front National, on en parle moins, mais il y a aussi des tensions, des divisions au sein de votre parti. Je prends quelques exemples. Le premier, c'est
cette décision de Marine Le Pen qui a décidé de suspendre Marie-Christine Arnautu, qui était vice-présidente du Front National, suspendue pour 15 mois. Pourquoi ? Parce qu'elle a participé au 1er mai de Jean-Marie Le Pen. C'est pas un peu disproportionné? Non, mais ça, c'est pas des divisions, c'est la discipline normale d'un mouvement politique. C'est-à-dire que quand les têtes dépassent, hop, on les coupe. C'est pas ça. Je crois que c'était un acte politique d'aller à une manifestation organisée par Jean-Marie Le Pen, voilà, qui aujourd'hui ne fait plus partie du Front National et est malheureusement dans une démarche hostile au Front National. Il y a eu une décision de sanction à l'égard de Marie-Christine Arnautu, qui reste néanmoins membre du bureau politique, qui est une élue au Parlement européen du Front National. Et quand on ne suit pas la ligne, on est exclu. Non, je crois encore elle n'est pas exclue. Elle est suspendue d'une de ses fonctions au sein du mouvement. Mais je crois que c'est important aussi qu'il y ait de la discipline, de l'unité, de la cohérence. Le mouvement est uni et rassemblé derrière Marine Le Pen et c'est normal que les cadres montrent l'exemple. Alors, vous avez eu aussi, vous, des moments d'égarement. Vous allez dire que je ressasse le passé. Mais vous aviez qualifié Marine Le Pen de Tanguy de la politique. Elle n'est pas rancunière, finalement, Marine Le Pen. Vous savez, c'est des propos qui datent d'il y a plus de 10 ans maintenant. 2004. 12 ans, voilà. Et on était à l'époque dans une compétition électorale, puisque c'était une période de division de notre famille politique qui est totalement révolue. Et depuis, ça ne vous a pas échappé. Marine Le Pen a rassemblé et elle n'est pas rancunière. Voilà. Bon, il y a d'autres petites phrases qu'on a vues ces dernières semaines, notamment Marion Maréchal Le Pen, qui a été un peu rappelée à l'ordre par sa tante, qui la juge pas assez collectif, un peu trop dur. En tout cas, elle dit qu'elle ne la joue pas toujours assez collectif. Ces problèmes de famille au sein du Front National, ça plombe pas le parti? Non, encore une fois, ce n'est pas du tout le problème de famille. Il y a des parcours, des personnalités, donc des sensibilités à l'intérieur du Front National, et je crois que c'est plutôt une richesse dans un mouvement politique. On n'est pas une secte, mais c'est important aussi que ça ne vienne pas, que le programme, le projet du Front National, son unité, soit préservé. Je crois que ce petit rappel à l'ordre de Marine Le Pen, il peut d'ailleurs s'adresser à tout le monde au sein du mouvement. Oui, il y a Florian Philippot qui en prend pour son grade ce matin, ça c'est dans Le Point, où on raconte qu'elle lui a dit qu'il en faisait un peu trop de télé. Écoutez, je crois honnêtement que les propos rapportés par les uns et les autres. Encore une fois, on peut toujours essayer de trouver des divisions au Front National. Je crois qu'il n'y en a pas. Je suis pas mal placé pour voir, en tant que secrétaire général du mouvement, que tout le monde est tourné vers un objectif, c'est la présidentielle de 2017, faire gagner Marine Le Pen. Nous avons, la chance d'être tous unis derrière notre candidate. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup essayent de trouver des divisions au Front National, simplement parce que les autres formations politiques sont totalement polyfracturées, que ce soit la droite ou la gauche. Au Parti Socialiste, ils sont en train d'organiser la primaire. Ils se querellent alors qu'ils sont totalement effondrés et rejetés par 90% des Français. Et du côté des Républicains, il y a 14 candidats à la primaire. Il n'y a pas une idée originale, pas une vision pour la France, uniquement des querelles d'ego et d'ambition. Non, mais on voit, s'il voulait y avoir d'autres candidats, il serait peut-être écarté au sein du Front National, non? Écoutez, non, puisqu'on a des instances démocratiques. Oui, on enlève un peu les gens, par exemple, je reprends cette suspension de Marie-Christine. Non, mais encore une fois, c'est le passe sur la ligne, on l'écarte. Non, c'est le fonctionnement normal et la discipline normale au sein d'un mouvement politique. Mais nous avons eu un congrès il y a 1 an et demi. Marine Le Pen a été réélue avec 100% des voix. Lors du congrès précédent, elle était en compétition avec Bruno Gollnisch. Tous les adhérents du Front National ont eu l'occasion de s'exprimer et de voter. Tout ça fonctionne de façon parfaitement démocratique. Mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, à la fois les électeurs, les militants, les cadres du Front National ont tous comme objectif que Marine Le Pen soit élue à la tête de l'État et qu'ensuite elle ait une majorité bleu-marine à l'Assemblée nationale. Et nous sommes entièrement tendus, et moi je suis entièrement tendu vers cet objectif. Un dernier mot sur Florian Philippot, il en fait trop ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a un rôle important, comme d'autres d'ailleurs, au sein du mouvement, pour porter notre parole et faire entendre le message du Front National. Et dans la période, dans les derniers mois, Marine Le Pen a souhaité avoir un contact direct avec les Français pour préparer, mûrir son projet pour la France. Elle a souhaité, de ce fait, être un peu moins dans les médias. Et donc, assez naturellement, les autres cadres, les dirigeants du Front National, font entendre notre voix au quotidien sur tous les sujets. Je voudrais passer en revue avec vous un certain nombre de sujets d'actualité. D'abord, Theresa May, c'est la femme du jour. Elle va officiellement être intronisée Premier ministre aujourd'hui. Elle vous plaît ? Écoutez, moi je ne suis pas citoyen britannique, donc je regarde les choses avec une certaine distance. Ce que je vois simplement, c'est que les Britanniques, finalement,
après le Brexit, ont pris les décisions cohérentes, logiques, respectueuses de la volonté populaire. David Cameron a annoncé qu'il démissionnerait, il démissionne. Theresa May a annoncé qu'elle mettrait en œuvre le Brexit et qu'elle n'essayerait pas de bafouer le vote des Britanniques. Ensuite, il y a une procédure qui est prévue par l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, tout ça me semble assez sain, assez démocratique, et ça contraste quand même singulièrement avec l'attitude des technocrates de Bruxelles, de la Commission européenne, d'un certain nombre d'Eurobéas qui voulaient, pour les uns, empêcher le Brexit et forcer en quelque sorte les Britanniques à rester dans le carcan de l'Union européenne, et pour les autres, au contraire, les expulser de façon rapide, brutale de l'Union européenne, alors qu'il y a des traités qui prévoient des procédures de négociation pour que ça se passe dans les meilleures conditions et dans le respect des intérêts des parties. Justement, ce Brexit, on voit quand même que ça va être compliqué, long, douloureux, même d'un point de vue économique, déjà des répercussions sur l'immobilier en Grande-Bretagne. Ça ne vous fait pas douter un tout petit peu de l'opportunité? Moi, ce que je vois surtout, c'est que finalement, les marchés financiers, ils ont davantage été perturbés dans la zone de l'Union européenne, les places de Milan, de Madrid ou de Paris, qu'à Londres. Parce que la Banque nationale est aussi intervenue. Oui, mais encore une fois, je vois surtout que les Britanniques ont fait un choix qui est sans doute un choix d'avenir. Et toujours, les Britanniques ont eu une longueur d'avance, finalement, en étant lucides sur l'Union européenne. Ils n'étaient pas dans Schengen. L'histoire leur a donné raison. Ils n'étaient pas dans l'euro. L'histoire leur donne raison. Et aujourd'hui, eh bien, ils montrent une autre voie. Il n'y a pas de rupture. Ils n'ont pas toujours peut-être raison. Il y a un certain nombre d'inégalités qui sont criantes, bien plus encore que chez nous. Oui, pas forcément plus que chez nous. Moi, je vois surtout que la zone euro a la croissance la plus faible du monde. Je vois qu'aujourd'hui, les Britanniques font un choix lucide au service de leurs intérêts, et l'amitié entre les nations européennes, elle n'est pas rompue par ce Brexit. On aura toujours des relations privilégiées avec les Britanniques. C'est simplement une occasion, je pense, d'initier une construction européenne différente, respectueuse des nations, respectueuse des peuples. On voit aujourd'hui que l'Union européenne est un échec total. Elle devait apporter la croissance et l'emploi. Elle apporte le chômage de masse, la caste sociale, l'immigration totalement incontrôlée, l'absence de frontières extérieures. Eh bien, tout ça, il faut en finir avec ce système-là. On a une Commission européenne qui n'a pas de légitimité, qui est non élue, qui en permanence veut imposer ses décisions, comme de façon scandaleuse les sanctions qui aujourd'hui sont imposées à l'Espagne et au Portugal, sous prétexte qu'ils ont du mal à il y a des règles qu'il faut respecter. Oui, mais c'est des règles, encore une fois, qui ne sont pas décidées par les peuples. C'est des règles qui sont décidées à Bruxelles. On essaye de leur infliger des amendes colossales, ce qui va accroître encore plus leurs difficultés financières. Il serait peut-être temps quand même qu'à Bruxelles, ils écoutent un petit peu ce qu'attendent les peuples. À chaque fois que les peuples s'expriment sur l'Union européenne, on l'a vu récemment avec le Brexit, on l'a vu il y a quelques semaines aux Pays-Bas, le référendum sur l'Ukraine, on l'a vu évidemment... Les Français ne sont pas pour, a priori, d'après les sondages. Bon, écoutez, en tout cas, la dernière fois qu'ils se sont exprimés par référendum, ils ont rejeté le traité constitutionnel. Il ne s'agissait pas de sortir en 2005, oui, et il y a quelques jours, on a vu que 60% des Français veulent un référendum. S'ils veulent un référendum, c'est sans doute qu'ils ont des choses à dire. Autre question d'actualité, le tribunal administratif de Versailles examine aujourd'hui le recours qui a été déposé par Salah Abdeslam concernant le dispositif de vidéosurveillance dont il fait l'objet. C'est un dispositif qui a été décidé par le gouvernement. Il estime, lui, qu'il y a atteinte à ses droits fondamentaux. Écoutez, très franchement, il y a quelque chose d'indécent. On est dans un état de droit, il a le droit d'engager des procédures judiciaires, mais il y a quelque chose d'indécent quand on voit un terroriste qui se plaint de ses conditions de détention. Je pense que la France, en la matière, offre aux terroristes des conditions de détention qui sont sans doute parmi les meilleures au monde. Je crois que, j'aurais pas la moindre compassion, la moindre indulgence pour Salah Abdeslam. Indécent aussi le salaire du coiffeur personnel de François Hollande, près de 10 000 € d'après le Oui, ça semble en effet assez indécent et révélateur des dérives à la tête de l'État, révélateur d'un palais présidentiel totalement coupé du monde, totalement coupé des réalités que vivent les Français. On a une politique menée par le Parti socialiste depuis maintenant 4 ans, qui est la politique la plus antisociale que Marine la Le France Pen, elle n'a pas de coiffeur jamais connue. Si, mais il ne coûte pas ce prix-là, je pense. Bon, et si elle arrivait à l'Élysée ? Encore une fois, je crois on atteint les limites de l'indécence. Voilà, quand le salaire moyen en France est de moins de 2 000 €, qu'on a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'on a 6 millions de chômeurs, eh bien, ce serait à l'Élysée, à l'exécutif, de montrer un peu l'exemple. Bon, malheureusement, ça n'est pas le cas. Le train de vie de l'État, on en parle souvent, en évoquant notamment ce que coûtent les anciens présidents à la République et à nous, Français. Selon les récents calculs de René Dosière, c'est à peu près 10 millions d'euros chaque année
pour Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il faut revenir sur ces dépenses-là? Bon, il faut peut-être réformer ces règles-là, parce qu'en effet, on ne voit pas bien à quoi ça sert. C'est pas grand-chose comparé au budget global de l'État, c'est symbolique. Mais encore une fois, ça fait partie peut-être de ces dérives qui, au fil des années, ne se sont pas améliorées, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il serait temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça, mais encore une fois, on est davantage dans le symbole qu'autre chose. L'essentiel, finalement, c'est que l'action publique soit à nouveau tournée vers l'intérêt des Français, la défense de leurs intérêts vitaux et fondamentaux, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Et dernière question, c'est les 10 ans de Twitter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le saviez. Le 13 juillet 2006, le réseau social s'ouvrait au public. Vous avez un compte Twitter, 15 000 abonnés, 15 600. C'est vous qui tweetez? Rarement, c'est mon équipe plutôt qui tweet. Bon, et votre premier tweet, il date de 2014, vous y êtes mis tard? C'est vrai, je me suis mis assez tard, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie des outils de communication aujourd'hui que nous utilisons beaucoup dans le combat politique. Ça a changé quelque chose, ça, les réseaux sociaux? Oui, je crois que les réseaux sociaux, ils permettent aujourd'hui d'avoir le contact direct avec nos compatriotes, d'avoir une réactivité très grande sur tous les sujets. Je pense que ça peut contribuer positivement au débat public, à l'échange des informations. Je crois que ça n'est pas inutile, mais encore une fois, moi je m'attache davantage au fond du combat politique, du message politique qu'à la forme, même si la forme peut compter. Bon, une déclaration de candidature à la présidentielle sur Twitter, ça pourrait être possible? Ah ça arrivera peut-être, je ne sais pas, mais enfin encore une fois, je pense que du côté du Front National, tout le monde sait déjà que c'est Marine Le Pen qui sera la candidate de notre mouvement. Quant aux autres, voilà, je pense qu'ils ont un peu de mal à départager leurs candidats et voilà, je pense que la confusion est déjà totale. Je ne suis pas sûr que le fait que des déclarations se fassent sur les réseaux sociaux améliore les choses. Merci beaucoup Nicolas Bay d'avoir été ce matin sur iTélé. Tout de suite le rappel des titres.